Au Niger, Amadou Salifou, un ancien opposant, a été élu ce lundi président de l'Assemblée nationale pour remplacer Hama Amadou, en fuite en France après sa mise en cause dans un trafic international de bébés. Au Nigeria, le principal parti d'opposition a accusé ce dimanche le pouvoir d'avoir fait saccager ses bureaux à Lagos par des agents de sécurité. Cet incident se produit à quelques mois de l'élection présidentielle. En Afrique du Sud, Shrien Dewani, ce riche Britannique d'origine indienne, accusé d'avoir fait assassiner sa jeune épouse, a demandé ce lundi une relaxe. Selon son avocat, les procureurs n'ont pas réussi à présenter assez de preuves. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre 2014. Nous ouvrons cette édition par le Niger. C'est après plusieurs heures de tractation et dans un tollé général que l'ancien opposant Amadou Salifou a été élu ce lundi à la tête du Parlement nigérien. L'opposition, qui a refusé de prendre part à ce vote, a déposé une motion de censure contre le gouvernement. Amadou Salifou remplace désormais Amadou en fuite en France. Il est issu du mouvement national pour la Société de développement, le principal parti de l'opposition nigérienne, d'où il a été récemment suspendu pour 1 an pour avoir décidé de soutenir l'actuel président Mahamadou Issoufou. Des précisions ici avec Mohamedou Abdul Karim, il est le correspondant de Sika TV à Niamey. Amadou Salifou a été élu président de l'Assemblée nationale en remplacement de Hama Amadou. Il a recueilli 61 voix sur les 113 députés. Il y avait 116 votants. 3 ont voté pour son adversaire et 1 s'est abstenu. Il faut noter que les députés de l'opposition qui avaient tenté vaille que vaille débloquer cette élection n'ont pas pu le faire parce que la majorité également s'est interposée. Il y a eu des chaudes empoignades verbales, des insultes, de tout genre, ce qu'on n'a jamais vu à l'Assemblée nationale. Certains ont failli même en venir aux mains. Mais au finish, donc Amadou Salifou a été élu. Il a recueilli la majorité, donc sur les 113 députés, 71 voix. Il est désormais le nouveau président de l'Assemblée nationale. Alors, nous avions également appris que l'opposition a prévu déposer une motion contre le gouvernement du Premier ministre dans le cadre de cette élection. En fait, tout cela relève de la stratégie de l'opposition pour bloquer les élections de ce matin. Elle pensait qu'en déposant une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Brigitte Raffini, ça allait occuper le débat à l'Assemblée nationale, ça allait être l'objet de discussion et que ça va focaliser toute l'attention des députés et que l'élection du président de l'Assemblée nationale allait donc être conséquemment reportée. Le premier président de l'Assemblée nationale qui dirigeait les travaux a fait valoir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit que la motion de censure ne peut être discutée, votée que dans les 48 heures qui suivent son dépôt. Ça, c'était pour bloquer les débats. Mais l'opposition avait déjà cette motion de censure dans son pipeline parce que elle disait qu'elle en avait trop de la malgouvernance, de la mauvaise gestion des affaires de l'État et de la dictature qu'elle subit au niveau de l'Assemblée nationale, de l'humiliation qu'elle subit. Il fallait donc pour elle déposer cette motion de censure, renverser le gouvernement et éventuellement amener le président dans une cohabitation. Alors après cette élection au niveau de l'Assemblée nationale, quelle est la suite du processus? La suite du processus, c'est que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, va désormais diriger les travaux. Le procès verbal de ce vote a déjà été rédigé et transmis à la Cour constitutionnelle qui va incessamment valider cette élection-là pour qu'Amadou Salifou puisse prendre les rênes, donc s'asseoir sur le perchoir au niveau de l'Assemblée nationale. Mais entre-temps aussi, l'opposition a décidé d'attaquer cette élection-là. Pour elle, elle est de nul effet, elle est illégale parce qu'elle a été faite en violation des dispositions de la Constitution et de plusieurs articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mohamedou Abdul Karim, je vous remercie. Merci. Le Nigeria à présent, le principal parti d'opposition a accusé ce dimanche le pouvoir d'avoir fait saccager ses bureaux à Lagos par des agents de sécurité. Le Congrès progressiste a affirmé que 28 de ses employés avaient été arrêtés au cours de cette opération menée par des agents de sécurité agissant apparemment sur l'ordre du gouvernement. Un événement qui se produit à quelques mois d'une présidentielle à haut risque en février prochain au Nigeria. Reportage.
Selon les propos de Laye Mohamed, porte-parole du Congrès progressiste, une cinquantaine d'agents de sécurité venus d'Abuja a bloqué les portes du centre de données de l'APC, puis l'a saccagé pendant 2 heures de temps tôt ce samedi matin. Une douzaine d'ordinateurs a été détruit ainsi que le serveur informatique et d'autres équipements dans l'immeuble. L'attaque de ce samedi est la dernière d'une série d'actions illégales menées par l'administration dirigée par le PDP. Le parti du président Goodluck Jonathan a accusé Laye Mohamed comparant cette affaire au scandale du Watergate américain et réclamant une enquête indépendante. Ils ont prétendu qu'ils avaient des informations comme quoi nous imprimions des cartes d'électeurs et c'est pourquoi ils sont venus ici sans ordonnance du tribunal. L'APC a toujours été leur cible, tout simplement parce que le président Goodluck Jonathan contrôle l'armée, la police et les services de sécurité. Il les envoie contre l'opposition comme il le souhaite. Les services de sécurité de l'État ont confirmé l'opération menée dans les locaux de l'APC, affirmant qu'ils enquêtaient à la suite de soupçons concernant une affaire de reproduction frauduleuse supposée de cartes d'électeurs délivrées par la Commission électorale indépendante pour les élections générales de février 2015. Cette nouvelle affaire intervient après un sérieux incident au Parlement d'Abuja le jeudi dernier où des forces de l'ordre avaient tiré des gaz lacrymogènes contre les députés de l'APC, dont le président de la Chambre des représentants, Aminu Tambuwal, qui a rejoint l'opposition après avoir quitté le parti au pouvoir. Le groupe de réflexion internationale Crisis Group a mis en garde vendredi dernier contre les risques d'instabilité engendrés par un climat politique de plus en plus violent au Nigeria à l'approche des élections présidentielles et législatives de février 2015. Les violences politiques sont récurrentes au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 170 millions d'habitants. Près d'1 millier de personnes avaient péri lors de violences après les élections de 2011, pourtant considérées comme les plus régulières depuis la fin des dictatures militaires en 1999. Toujours au Nigeria, le sultan de Sokoto, le chef suprême des musulmans du Nigeria, a accusé ce lundi l'armée de fuir lâchement face aux attaques du groupe islamiste Boko Haram et de terroriser la population civile dans le nord-est du pays. Les soldats prennent leurs jambes à leur cou et abandonnent leurs bases, leurs armes, leurs munitions et tout leur équipement militaire à l'approche des insurgés, selon un communiqué publié par le sultan Mohammed Saad Aboubakar. Les forces de l'armée nigériane ne refont surface qu'après la fin des attaques meurtrières. Ils terrorisent davantage des populations déjà terrorisées en installant des barrages routiers et en fouillant des maisons, a ajouté le communiqué. Il s'agit là de la plus dure critique jamais prononcée par un dignitaire religieux de son rang à ce sujet. La semaine dernière, l'émir de Kano, Sanusi Lamidola Sanusi, deuxième autorité musulmane du Nigeria, avait lui aussi mis en doute la compétence de l'armée nigériane et a affiché son soutien aux miliciens locaux dans la lutte contre Boko Haram. Un autre élément dans ce journal à présent, le président égyptien en visite en Italie a été reçu ce lundi par le pape François au Vatican. Devant le président Al-Sisi, le pape François a plaidé du moins en faveur de la coexistence pacifique pendant la période de transition politique en cours en Égypte. Les crises régionales étaient également au menu de leurs échanges. Reportage. Déjà 8 ans bien comptés qu'un président égyptien n'a plus franchi les seuils du Vatican. En visitant l'Italie, Abdel Fattah al-Sisi a tenu à réchauffer les relations. La chaleureuse poignée de main en dit long. Des 86 millions d'Égyptiens, les musulmans sunnites constituent l'écrasante majorité. Les Coptes, des chrétiens essentiellement orthodoxes, ne représentent que 10% de la population et souffrent de discrimination, voire de violence. C'est donc à juste titre qu'au cours de leur entretien qui aura duré exactement 22 minutes, le pape a appelé à l'urgence d'une cohabitation pacifique entre toutes les composantes du plus grand pays arabe au monde. En situation de crise, la voie du dialogue interreligieux doit être privilégiée, aurait souligné le souverain pontife. Le rôle de l'Égypte dans la promotion de la paix et de la stabilité au Proche-Orient et en Afrique du Nord a en outre été abordé. Ancien chef des armées, Abdel Fattah al-Sisi est arrivé au pouvoir après la destitution en juillet 2013 du président Mohamed Morsi, issu de la confrérie des frères musulmans. Depuis, plus de 1400 partisans de la confrérie ont été tués, 15 000 autres arrêtés et des centaines condamnés à mort. La répression a aussi frappé des militants pro-démocratie à l'origine de la chute d'Hosni Moubarak
en 2011. En Afrique du Sud, Chérien Dewani, ce riche Britannique d'origine indienne accusé d'avoir fait assassiner sa jeune épouse, a demandé ce lundi une relaxe pure et simple. Selon son avocat, les procureurs n'ont pas réussi à présenter assez de preuves dans cette affaire où il est accusé d'avoir assassiné sa jeune épouse en 2010. Ce dernier a exigé tout simplement la relaxe de son client. Reportage. Le parquet sud-africain, déjà frustré dans le procès d'Oscar Pistorius, pourrait subir un nouveau revers si l'accusé du procès de la lune de miel, une affaire retentissante jugée en ce moment au Cap, obtient la relaxe demandée ce lundi par ses avocats. Chérien Dewani, riche Britannique d'origine indienne, est accusé d'avoir fait assassiner sa jeune épouse Annie, issue comme lui d'une grande famille hindoue originaire de Suède, en simulant un braquage de leur taxi pendant leur lune de miel en 2010. Le code de procédure pénal sud-africain permettant qu'un accusé soit relaxé avant la fin du procès si le tribunal estime qu'il n'y a pas assez de preuves présentées par l'accusation. L'avocat de Dewani, François Van Zyl, a fait usage ce lundi de cette disposition des tests puisque son accusé, âgé de 34 ans, clame son innocence depuis le début de cette affaire. Le parquet soutient qu'il était homosexuel et voulait échapper à un mariage arrangé. Or, en 1 mois et demi d'audience, la défense a réussi à décrédibiliser les principaux témoins à charge, le chauffeur de taxi et son complice qui se sont contredits. Un troisième témoin clé, le réceptionniste de l'hôtel où était descendu le couple, a aussi été contraint d'admettre à la barre qu'il avait menti. En outre, dès le premier jour du procès, le 6 octobre dernier, Chérien Dewani avait pris les devants et dévoilé sa bisexualité, coupant l'herbe sous le pied au parquet, qui comptait faire venir des témoins pour exposer sa vie intime parmi les éléments à charge. Le procès est abondamment suivi par les médias britanniques et sud-africains. Rendons-nous à présent aux États-Unis. Un nouveau drame aux États-Unis. Un garçon afro-américain de 12 ans a été tué par des policiers dans une aire de jeu à Cleveland, dans l'Ohio. D'après la police, Tamir Rice était en possession d'un pistolet à billes ressemblant à une arme réelle. Reportage. Ils étaient 2 policiers à être intervenus samedi dans un espace de jeu en plein air. Ils s'y sont rendus après des signalements par téléphone concernant une personne détenant un pistolet. C'est un communiqué de la division de la police de Cleveland chargé d'enquêter sur l'usage de la force létale qui a fait part de cette information. Selon le même communiqué, les 2 policiers arrivés sur place auraient demandé à l'enfant, Tamir Rice, de lever les mains. Mais ce dernier aurait baissé les mains vers sa taille pour attraper son pistolet. Le jeune homme avait l'arme dans sa ceinture et il a sorti l'arme. Les officiers ont tiré 2 balles qui ont touché le jeune homme. Quand un officier donne un ordre, nous nous attendons à ce qu'il soit respecté. Les policiers ont alors tiré 2 fois et atteint le garçon au moins 1 fois à l'estomac. Le garçon, identifié par les autorités, est mort tôt dimanche. Je ne pense pas que ces officiers de police sont partis de chez eux pour tuer un enfant noir. Je pense que l'entraînement a sa part, le côté racial a sa part. C'est quelque chose dont nous devons parler, qu'on le veuille ou non. Les 2 agents ont été suspendus administrativement dans l'attente des résultats de l'enquête, comme le demande la procédure. La députée de l'État Alicia Harris a annoncé dimanche qu'elle proposerait une loi imposant aux fabricants d'armes factices de les rendre vivement colorées et dotées de bandes fluorescentes. Cette situation intervient alors qu'est attendue la décision d'un grand jury sur l'abattage en août dernier d'un adolescent noir non armé par un policier blanc dans la banlieue de Saint-Louis. Des débordements sont redoutés si jamais le jury décidait de ne pas le poursuivre. Voilà, précisons justement que le jury à Saint-Louis a rendu sa décision. Il s'agit bien évidemment d'un non-lieu dans cette affaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ainsi prend fait donc le journal sur Sika. Mais avant de partir, le proverbe africain du jour nous vient du Cameroun. La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui trébuche. La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui trébuche. Et le proverbe nous vient du Cameroun pour ce 25 novembre 2014. Madame, Monsieur, merci une fois encore d'avoir suivi le journal sur Sika TV. Retenez que l'information se poursuit sur notre site internet www.sikatv.info.